Bonjour les quatrièmes, aujourd'hui nous allons aborder la Révolution française de 1789 à 1815. Nous allons axer notre travail sur les temps forts de la Révolution française. Nous sommes en 1787. Louis XVI est dans une situation très difficile. Il doit faire face à plusieurs crises dans le royaume. La première crise est une crise d'autorité et de politique. La population française, notamment les bourgeois et les philosophes, estime que le roi est de bonne volonté, mais qu'il n'est pas un roi capable de prendre des décisions, qu'il manque d'intelligence et qu'il est entouré de ministres incompétents. La deuxième crise est une crise morale. Les Français veulent plus d'égalité et de droits. Le tiers-État paye trop d'impôts et les plus riches n'en payent pas. Enfin, il y a une crise financière. La France a participé à la guerre d'indépendance américaine et le royaume se trouve très endetté. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. De plus, la reine Marie-Antoinette est très dépensière et les fêtes organisées à Versailles aggravent les finances de l'État. Louis XVI doit réagir pour éviter une révolte. Louis XVI consulte Necker, son ministre des Finances, pour trouver une solution. Soit augmenter les impôts sur le tiers-État, soit faire payer les privilégiés. Le roi décide donc de convoquer les États généraux, qui est une assemblée des trois ordres du royaume réunis pour trouver des solutions aux crises à Versailles le 5 mai 1789. Première partie, 1789-1791, l'affirmation de la souveraineté populaire, de l'égalité juridique et des libertés individuelles. Nous allons voir dans un premier temps que la Révolution française est une révolution politique pacifique, puis menée par le peuple parisien, qui ensuite va se diffuser à la France entière. Les Français sont donc appelés à s'exprimer au travers de ce que l'on a appelé des cahiers de doléances. Dans tous les villages et villes du royaume, on propose des solutions et des revendications. Chaque ordre élit ses députés qui seront ensuite chargés d'exprimer les idées au roi lors des États généraux. Par exemple, les nobles vont demander le maintien des privilèges. Le clergé va exiger que la religion catholique soit la seule religion autorisée. Le tiers-État, lui, veut l'égalité devant l'impôt et plus de droits. Il y a donc de l'espérance dans la population car le roi leur demande leur avis. Les choses semblent changer enfin. Ça y est, le grand jour est arrivé. Nous sommes le 5 mai 1789. Le roi ouvre la séance de travail dans la salle des menus plaisirs à Versailles par un discours de 2 minutes devant les représentants des trois ordres. Puis M. Necker, ministre des Finances, prend la parole et annonce des augmentations des impôts actuels ainsi que le maintien de la société d'ordre. La situation reste donc la même. Les députés du tiers-État ne sont pas satisfaits du discours de Necker. C'est donc l'échec des États généraux. Les cahiers de doléances ne servent à rien. Le roi exige des trois ordres de continuer leur travail dans trois salles séparées. Face au refus du roi de réformer la monarchie absolue lors des États généraux du 5 mai 1789, le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Le 20 juin 1789, les gardes du roi interdisent l'accès de la salle à la nouvelle Assemblée. Ils décident donc de se réunir dans la salle du jeu de paume. Les députés prêtent serment de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France.
Le roi, furieux, réunit les députés des trois ordres et exige que l'Assemblée nationale se sépare, car elle n'a aucune valeur légale, et que lui seul est le garant de la paix et de la loi dans son royaume. Le clergé et la noblesse applaudissent le roi et quittent la salle pour continuer leur travail. Le roi se retire. Le tiers-État refuse de se retirer. S'ensuit un échange fort célèbre entre le représentant du roi, le président de l'Assemblée nationale, et Mirabeau, député. « Vous n'avez pas entendu les ordres du roi de vous disperser ?» Le président de l'Assemblée, qui s'est installé à la place du roi, lui répond « Monsieur, la nation n'a de compte à rendre à personne. Je me nomme bailli, astronome. Les députés m'ont élu président de l'Assemblée pour rédiger une constitution. » Et Mirabeau de rajouter en se levant « Monsieur, allez dire au roi, nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Mis au courant, le roi n'ose engager l'épreuve de force. Eh bien, s'ils ne veulent pas s'en aller, qu'ils restent. Première victoire donc de l'Assemblée nationale. Louis XVI semble perdu face à cette situation. Marie-Antoinette, sa femme, lui conseille de gagner du temps et de laisser faire pour pouvoir contre-attaquer quand les circonstances s'y prêteront. Il ne faut pas user de la violence et faire appel à l'armée pour le moment. Le roi est d'accord avec sa femme. Nous sommes le 14 juillet 1789. Des rumeurs circulent à Paris sur le fait que le roi masse des troupes et que forcément il va attaquer. Les Parisiens prennent peur et décident de s'armer et de chercher de la poudre pour les canons qui se trouvent à la Bastille. La Bastille est une prison royale. La foule s'amasse devant la Bastille et exige que le bâtiment royal passe sous le pouvoir de la ville de Paris. Le gouverneur de la prison ne sait pas quoi faire. Hésitant, il fait malgré tout tirer sur la foule. Au soir du 14 juillet, la prison, symbole royal, est prise par la population parisienne. Le roi, parti à la chasse, rentre à Versailles et n'apprendra la nouvelle qu'au petit matin du 15. Les rumeurs et les mouvements de troupes affolent aussi les populations des campagnes. Les paysans attaquent et pillent les châteaux des seigneurs un peu partout en France en juillet et en août 1789. Les nobles et le clergé craignent pour leur vie. On a appelé cet événement la Grande Peur. Le roi ne sait plus quoi faire et gagne du temps, mais ne veut pas utiliser la violence. Marie-Antoinette lui conseille d'approuver toutes les décisions prises par l'Assemblée nationale. Suite à l'épisode de la Grande Peur, dans la nuit du 4 août 1789, les nobles et les clercs décident d'abolir, c'est-à-dire de supprimer leurs privilèges. La voie est ouverte au changement. L'Assemblée nationale adopte un texte majeur le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le roi n'a pas d'autre solution que de donner son accord. Cette déclaration insiste sur des droits nouveaux comme la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, et proclame les libertés fondamentales, la liberté de conscience, d'expression et de culte. Elle met fin aux privilèges et à la société d'ordre. Les sujets deviennent des citoyens dans le cadre de la nation. La prochaine étape pour l'Assemblée nationale est de rédiger une constitution, c'est-à-dire un texte qui définit les pouvoirs du roi et de l'Assemblée nationale. La situation ne s'améliore pas en France. Le peuple vit misérablement et manque de nourriture. Le 5 et 6 octobre 1789, les Parisiennes puis les Parisiens décident de se rendre à Versailles pour demander du pain au roi.
Le roi est très étonné et semble préoccupé des conditions de vie de son peuple. Du pain leur est donné, mais la population exige que le couple royal quitte Versailles pour s'installer à Paris. Louis XVI est apprécié, mais la reine est détestée, car la population estime que c'est elle qui dirige le royaume, et non son mari qui est une marionnette entre ses mains. On lui reproche également d'être la responsable de la situation financière du royaume. Finalement, le roi accepte de s'installer au château des Tuileries à Paris. Le peuple peut ainsi contrôler plus efficacement ses décisions et le surveiller. La reine continue de dire au roi de ne rien faire, d'accepter toutes les demandes du peuple. Elle a un plan pour la suite qu'elle veut mettre à exécution le moment venu. Un an, jour pour jour, après le 14 juillet 1789, une grande fête est organisée pour célébrer la prise de la Bastille. C'est la fête de la Fédération. Le roi est obligé d'y participer. Il suit le plan de sa femme. L'Assemblée nationale a terminé son travail concernant la Constitution, qui voit le jour en 1791. Un nouveau régime politique est mis en place. Les députés décident d'une monarchie constitutionnelle, où les pouvoirs sont séparés et partagés. Toutefois, seule une partie du peuple, les plus riches, a le droit de vote. Le roi dispose d'un droit de veto, c'est-à-dire qu'il peut bloquer une loi de l'Assemblée nationale pendant 4 ans, et il est inamovible. Ainsi, le peuple n'est pas contre le roi, mais il désire une autre forme de monarchie.